À Joël Giraud pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Madame la présidente, messieurs les ministres, madame la rapporteure générale, monsieur le président de la commission, chers collègues, nous débutons donc l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015. Ce texte est marqué d'un véritable saut qualitatif en pleine COP21 vers une fiscalité plus écologique et renforce les dispositions de la loi pour la transition énergétique promulguée cet été. Plusieurs dispositifs concrets sont proposés par le gouvernement. D'abord, la création d'un compte d'affectation spéciale pour la transition énergétique de 5,5 milliards d'euros en année pleine, hors périmètre zéro valeur et zéro volume, qui permettra une meilleure traçabilité des dépenses en ce sens et qui compense notamment les fournisseurs en gaz et en électricité au titre de leurs obligations de soutien aux énergies renouvelables. Comme l'a rappelé notre rapporteur général en commission, reste toutefois à préciser au-delà de 2017 les recettes qui lui seront affectées afin qu'elles ne se révèlent pas insuffisantes à l'avenir. Ensuite, nous relevons l'encouragement à l'utilisation de l'essence E10 contenant 10% d'éthanol, annoncé début septembre par le Premier ministre dans le cadre du plan d'urgence agricole, cumulé avec l'amendement gouvernemental adopté par notre Assemblée en première lecture de la loi de finances pour 2016. Cela aboutira à une hausse finale de 1 centime par litre sur gazole, 0 sur les essences classiques et moins 2 centimes par litre pour l'essence samplon 95 E10, ce qui indique que nous sommes sur la bonne pente. La question toutefois de la compensation pour les ménages modestes roulant au diesel, qui était au cœur des réflexions du Comité pour la fiscalité écologique dès 2013, reste d'actualité et nous regrettons que celle-ci ne soit pas plus précisément traitée dans ce texte. Nous nous satisfaisons de la réforme de la taxe à l'essieu, contenue à l'article 27, dont s'acquittent les propriétaires de poids lourds de plus de 12 tonnes et qui générera des gains de productivité pour les entreprises comme pour les douanes. Nous notons également avec satisfaction la simplification et la sécurisation du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, dont s'acquittent les entreprises polluantes et qui devrait parallèlement leur faire gagner un mois de trésorerie pour l'acquittement du premier acompte. Le groupe 2 RDP se félicite de l'amendement adopté par notre commission qui vise à ce que le périmètre de la TGAP soit élargi au gazole non routier, SNCF, BTP, batellerie, tracteurs, et souhaite son maintien en séance publique. En ce qui concerne l'article 11 et la fiscalité des énergies, celui-ci profile à l'horizon très proche de 2017 un véritable changement dans les modes de financement de la transition énergétique. Les recettes attendues d'une plus forte taxation des énergies fossiles et les affectations supplémentaires au profit du rachat de l'électricité éolienne et solaire, aux tarifs sociaux et à l'aménagement du territoire, vont véritablement dans le bon sens. Sur les recettes supplémentaires dégagées à l'article 11, j'ai fait adopter au nom de mon groupe en commission des finances et ma collègue Jeanine Dubié en commission des affaires économiques un amendement qui vise à inclure à la liste des activités de transport de personnes et de marchandises qui bénéficieront d'un taux de TICPE réduit de 0,5 € par mégawattheure, alors qu'elles étaient jusque-là exonérées, à savoir le train, le métro, le tramway et le trolleybus, le transport par câble, fréquemment utilisé en zone de montagne, mais aussi en zone urbaine. Le câble est un moyen de transport doux, visant à être particulièrement développé à l'avenir, comme en atteste l'article 52 de la loi du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui donne une place importante au développement en ville des transports propres. Nous souhaitons particulièrement appeler votre attention, messieurs les ministres, en vue du maintien de cette mesure écologique, mais également à visée économique dans le texte final, car le principal constructeur mondial est français et réalise plus d'équipements dans les villes étrangères que dans les villes françaises. Voilà pour les mesures de fiscalité écologique. Concernant les mesures entreprises, celles-ci sont nombreuses dans le texte, entre les mesures ISF-PME, les mesures PEA-PME, l'amortissement exceptionnel des PME innovantes, le minimum de perception pour la fiscalité du tabac et la réforme du financement des exportations. Notre groupe a déposé plusieurs amendements. Sur le dispositif ISF-PME tout d'abord, nous souhaitons que le Parlement renforce l'article 13 en soutenant les PME porteuses de projets de développement qui ne trouvent pas d'offre de financement traditionnelle sur le marché. Il est en effet indispensable de soutenir les PME installées sur l'ensemble du territoire national dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères d'investissement actuellement visés à l'article 13, à savoir une ancienneté supérieure à 7 ans et un besoin de financement inférieur à 50% de son chiffre d'affaires, mais qui pourtant sont porteuses de projets de développement sur le marché domestique, comme à l'export, sur de nouveaux produits qui peuvent nécessiter des dépenses en recherche et développement. Dans ce même article, nous notons que son alinéa 56 supprime le dispositif d'incitation financière par l'ISF spécifique aux jeunes entreprises innovantes, les JEI, pour les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité. Sachant que, de plus, que la circulaire du 22 juin 2015 de l'ACOS pourrait porter une atteinte directe à l'innovation des pépites françaises
en ce que plusieurs petites start-up innovantes du logiciel bénéficiant du statut JEI ont estimé que cette circulaire entraînerait, pour leur entreprise, une perte d'environ 15 000 à 20 000 euros par an. Mon collègue Alain Tourret propose, afin de pallier l'assèchement possible des investissements spécifiques au JEI, d'ouvrir au crédit d'ISF de l'article 8505 bis à les dons en numéraire ou en pleine propriété de titres au JEI, développant exclusivement des activités dans le secteur numérique. Toujours après l'article 13, nous proposons un amendement pour lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt sur le revenu obtenu au titre d'investissement dans les PME, afin de faciliter l'essor de projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale et d'amorcer ainsi une dynamique pour accroître l'acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains. Ce sujet a également été soulevé en commission des finances par nos collègues Bernadette Laclais et Christine Pires-Beaune, et nous souhaitons que le gouvernement avance sur ce point. Sur la création d'un comité consultatif pour le CIR, à l'article 19, mon groupe salue ce dispositif qui constitue une véritable avancée. Nous notons toutefois que dans le présent article, celui-ci n'interviendra qu'en cas et en fin de contrôle fiscal. Nous proposons donc d'élargir ses compétences en lui permettant d'être saisi directement et hors litige sur l'éligibilité de certaines activités dont le caractère recherche-développement suscite des interrogations en droit, comme par exemple les dépenses d'archéologie préventive, activité qui, je le rappelle, n'est pas de la recherche en archéologie, mais de la recherche archéologique. Permettre au nom du comité consultatif pour le CIR de se prononcer sur l'éligibilité de certaines dépenses permettra de préciser au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche plus clairement la doctrine concernant l'attribution des agréments par l'administration. J'en viens aux mesures qui concernent les collectivités territoriales dans ce projet de loi de finances rectificative pour 2015. Le décalage proposé par le gouvernement de la réforme des valeurs locatives à 2017, compte tenu des simulations actuelles, est une bonne chose. Sur l'article 24, qui propose des ajustements à l'intégration fiscale progressive, nous avons, pour la troisième fois, redéposé l'amendement de notre collègue Jeanine Dubié qui vise à permettre aux EPCI nouvellement créés de redélibérer sur une intégration fiscale progressive qu'il s'avérerait inopérante dans la pratique, dans la limite des 12 années fixées par le Code général des impôts. Nous souhaitons que cette fois, sur un sujet sur lequel tout le monde convient qu'il faut avancer, notre Assemblée adopte définitivement cet amendement, encore adopté par notre commission, afin que ces EPCI en difficulté localement puissent délibérer dès le mois de janvier 2016. Notre groupe a également déposé, après l'article 25, un amendement qui permettrait d'appliquer aux remises gracieuses concernant les redevances des agences de l'eau et offices de l'eau des départements d'outre-mer, qui sont les taxes et impôts de toute nature, les règles de droit commun prévues par le livre des procédures fiscales. La situation actuelle conduit en effet à ne pas pouvoir accorder de remises gracieuses de majoration d'impôts, par exemple en cas de déclaration tardive ou de paiement tardif, pour certains redevables comme des services d'eau de collectivités locales, même en cas de bonne foi et pour des raisons objectives. Cette situation n'est pas comprise par les redevables. Nous proposons également d'étendre le bénéfice du dégrèvement pour vacances d'exploitation aux immeubles utilisés par des tiers exploitants dans le cadre d'un contrat de location, de crédit-bail ou de mise à disposition, et d'exonérer de taxes foncières uniquement sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI dotés de fiscalité propre les immeubles inexploités à usage commercial ou industriel qui ne pourraient prétendre au dégrèvement, et notamment les immeubles dont la vacance d'exploitation résulterait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. J'en conclus par les questions agricoles. L'article 2, qui prélève 255 millions d'euros sur le fonds de roulement du Fonds national de gestion des risques en agriculture, le FNGRA, sans flécher, comme l'a rappelé à juste titre notre rapporteur général, ces sommes vers le secteur agricole, est très problématique. En effet, le monde agricole œuvre actuellement au lancement d'un dispositif assurantiel novateur et ambitieux qui aboutira à devoir dégager les moyens budgétaires supplémentaires, dispositif pour lequel les marges de manœuvre du FNGRA sont indispensables. De plus, ces ressources sont indispensables pour la sécurisation des systèmes d'élevage. Enfin, je rappelle que ces ressources proviennent des contributions versées par les agriculteurs eux-mêmes et qui pourraient à l'avenir servir également à financer les indemnités dues à des agriculteurs bénéficiaires du régime des calamités agricoles. Nous avons déposé un amendement que nous retirerons bien sûr le cas échéant à la faveur de celui consensuel que notre rapporteur général a présenté. Dernier point agricole, notre groupe propose d'assouplir les règles en vigueur concernant la déchéance du droit de dégrèvement de 5 ans de la taxe foncière sur le non-bâti dans les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs. La dure crise agricole française n'est pas homogène. Comme toutes les crises, elle frappe d'abord les plus fragiles, et en particulier les jeunes agriculteurs. Or, les jeunes représentent l'avenir de l'agriculture. Cet amendement propose de préciser que les déclarations déposées hors délai ouvrent droit au dégrèvement pour toutes les années restant à courir, à compter de l'année suivant celle du dépôt de déclaration. Nous souhaitons que celui-ci soit adopté par un large consensus de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Gauche démocrate.